Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité, c'est Élodie Bondy, la directrice générale de Calisteo, entreprise niçoise spécialisée dans la gestion énergétique intelligente. Elle vient de se voir renouveler son label Green Tech Innovation et elle avait annoncé l'an dernier, on y reviendra, une levée de fonds de plus de 5 millions d'euros. Dans le débat de ce Smart Impact, on fera le bilan carbone des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux précédentes Olympiades? Comment réduire l'impact de ces événements mondiaux qui déplacent des millions de spectateurs? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Vazi. C'est une appli lyonnaise qui récompense les mobilités douces et qui lance une nouvelle version dédiée aux entreprises. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Élodie Bondy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Calisteo et vous promettez à vos clients 15% minimum d'économie d'énergie sans investissement initial. On se dit tout de suite, mais comment est-ce possible ? Alors, on a développé une technologie innovante qui permet de comprendre comment est consommée l'énergie sur un site et d'analyser finalement quelles sont les fuites énergétiques et d'optimiser l'existant. Donc on va travailler sur la chasse au gaspillage énergétique, les différents réglages de fonctionnement du site. Et donc nos clients font en moyenne minimum 15% d'économie en à peu près un trimestre. Donc c'est très rapide à mettre. C'est-à-dire qu'on en voit les résultats même au bout de quoi? De quelques jours, une semaine? On peut en voir les résultats. On propose un rapport et des recommandations. On peut les implémenter tout de suite et voir le résultat le lendemain. Ouais. Ça marche comment? C'est quoi? C'est un petit boîtier qui fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle. Expliquez-nous, vous récupérez toutes les données possibles de l'entreprise, de ses consommations? Voilà, en fait, nous, la technologie, elle a vraiment deux briques. Donc la première brique, c'est un boîtier intelligent qui va permettre de mesurer toutes les consommations d'énergie sur un site, l'électricité, l'eau, le gaz, la vapeur, etc. De récupérer les informations aussi liées à la production du site, toutes les informations qui sont disponibles grâce à ce boîtier, ce concentrateur. Et ensuite, on a développé des algorithmes d'IA qui vont analyser les données, les datas récoltées par le boîtier et qui vont identifier toutes les économies qui peuvent être faites sur le site. Donc c'est pas seulement l'électricité, on a bien compris, c'est une des économies un peu tout azimut. Les principales fuites, elles proviennent d'où? Ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises? Voilà, alors c'est vrai que ça va vraiment dépendre finalement des typologies d'activités. Donc on peut avoir vraiment des fuites énergétiques qui sont très différentes d'une activité à l'autre. Mais c'est vrai que nous, souvent, on va faire la chasse aux consommations en dehors des horaires de production, en dehors des horaires de fonctionnement. On va pouvoir comparer plusieurs lignes de production les unes aux autres et identifier comment faire pour qu'elles soient plus performantes. Voilà, donc parfois ça paraît simple, on pourrait se dire pourquoi j'y ai pas pensé, mais finalement nous on est un peu le big brother de l'énergie, donc on voit absolument tout ce qui se passe sur un site. Finalement quand on voit ce qui se passe, on comprend comment agir. Donc on l'a bien compris, un effet rapide, donc j'imagine un retour sur investissement qui est lui aussi assez rapide. Exactement, quelques mois. Est-ce que ça peut aussi susciter chez certains de vos clients des transformations plus importantes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on identifie là un levier d'économie tel qu'on va investir. Exactement. En fait, la première marche, c'est de faire mieux avec ce qui existe. Et la seconde marche, c'est d'investir pour être encore plus performant. Donc, généralement, nos clients comprennent finalement comment ils consomment. Et on va pouvoir aussi calculer le retour sur investissement d'un investissement dans des nouvelles machines de production, dans un nouvel outil de production. Et donc, on va justement pouvoir bien faire des choix stratégiques d'investissement parce que nous, on va pouvoir calculer finalement quel est l'avantage d'investir dans une nouvelle machine. Parce que vous pouvez, pardon de vous interrompre, vous pouvez comparer, vous nous dites, on va voir les différentes chaînes de production, vous pouvez comparer celle qui est la plus ancienne avec une qui a été changée récemment et vous allez voir la différence d'efficacité, c'est ça? Alors, on peut parfois être surpris. Oui. Y a des sites sur lesquels on va justement analyser le rendement des machines en fonction de leur âge. Oui. Parfois, les vieux équipements sont quand même plus performants que les nouveaux. Bon, comme quoi, il ne faut pas avoir d'idées trop préconçues. Qui sont vos clients? Il y a des tailles d'entreprise, ça peut être des PME, c'est plutôt des ETI ou des grands groupes? Alors, nous, Calisteo, on travaille quasiment exclusivement dans le secteur industriel. Toute taille d'industrie, ça peut être des ETI à des grands groupes industriels sur
toute typologie de marché dans plus de 40 pays. Donc on n'a vraiment finalement pas une cible prédéterminée. Mais on est quand même beaucoup avec des grands groupes. Ouais. Pourquoi uniquement Bon, je comprends bien que effectivement le levier de l'économie d'énergie est plus peut-être simple à activer pour des industriels, mais ça peut concerner beaucoup d'autres secteurs d'activité. Alors, ça peut concerner tous les secteurs d'activité. C'est vrai que nous, on a une technologie qui est quand même assez, j'oserais dire, assez puissante en termes de capacité. Donc, c'est très, très bien adapté à l'industrie. Et finalement, quand on a décidé d'aller sur le secteur industriel il y a quelques années, finalement, on était un peu les seuls à innover sur ce domaine-là et ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, donc, on se consacre à l'industrie. L'an dernier, vous avez annoncé une levée de fonds de plus de 5 millions d'euros, 5 100 000 euros. Avec quelle ambition et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors en fait, l'ambition de Calisteo, c'est de devenir le leader mondial du smart metering, donc du comptage intelligent. Donc cette levée de fonds nous a permis de continuer le développement de l'entreprise, de développer des nouveaux produits. Donc en 2025, on va lancer une nouvelle génération de concentrateurs et une nouvelle génération de plateformes basées avec notre algorithme. Donc voilà, donc ça nous a permis de franchir une marche supplémentaire en termes de technologie, d'accroître notre développement commercial en France et en Europe. De recruter peut-être. On a recruté une vingtaine de personnes. Là, la prochaine étape, c'est d'aller sur une phase de financement plus importante, puisque l'objectif, c'est de développer Calisteo à l'international en installant l'entreprise dans différents pays à l'étranger. Et vous recrutez encore ? Vous cherchez encore des talents ? Là, on a à peu près 10 postes ouverts actuellement. Donc voilà, on cherche des talents et quand on aura le cycle de financement de l'année prochaine, alors là, on accélérera encore plus. Vous dites, on a l'ambition, et c'est super, de devenir leader mondial. Vous avez des concurrents, et j'imagine, et quel est votre avantage par rapport à eux ? Alors forcément, on a des concurrents. Aujourd'hui, on est quand même très différencié parce que le fait d'être un système de comptage non intrusif, c'est-à-dire qu'il n'a aucun impact sur une activité, que quand on installe sur un site, c'est invisible, personne ne pourrait se rendre compte qu'on est en train d'équiper, d'être 100% multi-énergie, de faire de l'acquisition de données temps réel sur toutes les énergies, coupler ça avec de l'IA générative qui permet d'identifier les gisements d'économie d'énergie. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était capable de faire comme nous. Bon, ça vous donne un vrai avantage. Je voudrais qu'on revienne sur la crise énergétique de l'an dernier. On peut même la faire remonter un peu plus tôt. À quel point ça a représenté une opportunité pour Calisteo ? En fait, ça a été une réelle opportunité parce que malheureusement, on s'est toujours dit, avant cette crise énergétique, on se disait vivement que l'énergie augmente pour que ces sujets se développent. Mais c'est surtout, en fait, on a eu des chefs d'entreprise qui nous ont dit aujourd'hui, c'est presque une faute de la part de la direction de ne pas comprendre comment elle consomme. Donc aujourd'hui, on voit des prix de l'énergie qui ont baissé, mais prise de conscience qu'il faut qu'on comprenne comment on consomme, puisque les impacts des coûts de l'énergie peuvent être importants. On a certains sites où leur facture a été multipliée par 10. Ouais. C'est quand même critique. Ça veut dire que vous n'aviez plus besoin de prospecter et les clients venaient à vous spontanément ? On avait beaucoup moins besoin de prospecter. Oui, effectivement, on peut l'imaginer. Le label Green Tech Innovation vous a été renouvelé. Oui. C'est le commissariat général du développement durable qui le fait. Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est une formalité, un renouvellement comme ça, ou est-ce que vous avez un certain nombre de critères à remplir ? Ça a été un défi à tenir. Alors, en fait, nous, c'est important pour nous d'être reconnus par l'État français comme étant une entreprise Green Tech nationale. Donc ça, c'est super important pour l'entreprise d'avoir ces labels. Non, il a fallu qu'on donne des chiffres, qu'on explique pourquoi, est-ce qu'on permet toujours de réduire l'impact environnemental de nos clients. Donc voilà, c'est pas vraiment une formalité, c'est quand même plus dur de l'obtenir que de le renouveler, mais c'est pas complètement une formalité. Et vous êtes également sélectionné par French Tech 2030, je crois que vous êtes coprésident de French Tech sur la Côte d'Azur. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que ça vous a apporté, peut-être qu'il faut poser la question comme ça ? Alors, la French Tech Côte d'Azur, on va dire l'écosystème de la Côte d'Azur nous a beaucoup apporté à la création de l'entreprise et à son développement, puisqu'en fait, c'est important quand on crée une entreprise innovante d'intégrer un écosystème et puis de se faire connaître
voilà, c'est vraiment primordial pour le développement d'une entreprise. Alors maintenant, j'essaye de rendre à l'écosystème ce qu'il m'a apporté. Vous en avez moins besoin et donc voilà. c'est le match retour. Quoi, exactement. Par contre, French Tech 2030, c'est autre chose. Donc là, c'est un programme national. Oui. Et ça nous apporte beaucoup, donc de la mise en lumière, de la mise en avant, participation à des événements, mise en relation avec des grands groupes. Donc c'est vraiment très très positif pour l'entreprise. Et c'est un levier de développement à l'international ou c'est d'abord un levier national ? Alors, c'est un levier d'abord national, mais ça permet quand même de pouvoir avoir accès à des programmes nationaux liés vers l'export, notamment avec Business France. Donc, je dirais que c'est d'abord national, mais aussi international. Merci beaucoup, Élodie Bondy, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat. On va faire le bilan environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris se terminent sur des bilans sportifs et sociétaux qui sont très positifs. Il y avait un autre enjeu affiché par les organisateurs, faire baisser l'impact carbone de Paris 2024. On en parle avec Guillaume Kerlero de Rosebos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur du collectif Éclaircie et vous êtes également directeur des études écologiques à l'Institut Rousseau. À vos côtés, Vincent Rimbaud. Bonjour. Enchanté. Et bienvenue à vous. Vous êtes le fondateur de la start-up Muto qui agit pour le réemploi dans le secteur de l'événementiel. On est dans le macro et dans le micro avec vous et vous êtes parfaitement complémentaires. Vous avez publié, je crois que c'était au printemps dernier, un rapport d'évaluation de la stratégie climat et communication des Jeux. Peut-être on peut rappeler pour commencer quel a été l'objectif des organisateurs. Ils s'étaient donné quoi, une sorte de budget carbone, c'est ça ? C'est ça exactement et c'est un des gros points positifs déjà de ces JO, c'est qu'ils se sont donné un budget carbone a priori. Donc ils se sont dit on va travailler sous contrainte et on va essayer de diviser par 2 les émissions de nos JO par rapport aux 2 éditions précédentes de Rio et de Londres. On laisse de côté Tokyo parce que c'était pendant la pandémie. Oui, donc il n'y avait quasiment pas de spectateurs, donc c'était pas comparable. Et donc de tout faire dans un budget de 1,5 million de tonnes de CO2, ce qui est à peu près le budget carbone du Tchad, globalement quand même. Oui. Mais c'est intéressant. Toujours 2 fois moins que les éditions précédentes. Donc c'était ça l'enjeu. C'est trop tôt pour dire si l'objectif a été tenu ou on peut déjà... C'est un peu tôt pour dire. En vérité, là, on va surtout peut-être parler des objectifs qui s'étaient fixés. Oui. Pour savoir si réellement ces objectifs auront été atteints, il va falloir attendre les bilans bien sûr. Post-JO. Alors, et ça nous permet de faire de la pédagogie. Il y a une info qui semble assez évidente, mais en fait, ce qui pèse le plus, c'est les spectateurs. On en parlait, c'est le déplacement des spectateurs. Ouais, en gros, le bilan carbone des JO, c'est 40% les transports. Oui. Et donc là-dedans, il y a essentiellement effectivement le transport des spectateurs, 30% tout ce qui est bâtiment et construction. Ouais. Et donc là, on va beaucoup parler de réemploi. Ouais, et 30% sur tout ce qui est sur place, donc les achats, le mobilier, l'alimentation, etc. Alors on va démarrer justement sur, on reviendra au déplacement et au transport, mais sur ces enjeux de construction, le principe déjà c'était de limiter les nouvelles infrastructures. Ça c'était une... Alors on pourrait aller encore plus loin et ne pas en construire du tout, mais c'était déjà un bon principe de départ. Oui, tout à fait. C'est un des gros points forts aussi là que je voudrais souligner, c'est le fait que 70% des bâtiments et des infrastructures sportives étaient déjà existantes, à peu près 25%. Donc c'est les 7 sites du Trocadéro, du Champ de Mars, etc. Étaient des infrastructures temporaires. Et en fait, du coup, il reste que 5% à peu près de bâtiments neufs. Donc le centre aquatique, le village des athlètes, médias, le village des athlètes. Ouais. Alors justement, on va parler de ce village des athlètes et je me tourne vers vous. Peut-être présentez-nous Muto en quelques mots pour commencer. Alors Muto récupère en fait tous les résidus d'aménagement éphémère, donc particulièrement événementiels, qu'il s'agisse de salons, de festivals, de conventions professionnelles, de défilés de mode, voilà, pour les donner à des associations et projets à impact social positif. Voilà. Donc là en l'occurrence, sur les Jeux Olympiques, on fait en sorte de récupérer tout ce qui ne va pas pouvoir être réemployé. Du mobilier, de la matière première, des équipements divers, voilà, et faire en sorte de les donner à des personnes qui en ont le plus besoin, qui vont raconter des belles histoires aussi. Et alors, donc ça veut dire que vous êtes en lien avec l'organisation, avec le COJO, avec l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez déjà ce que vous allez récupérer ?
Alors ça fait plus d'un an qu'ils sont sur les inventaires. Ouais. Nous, on a été engagés sur le projet il y a 6 mois. Donc oui, on travaille activement sur l'identification de ce qui va pouvoir ou pas avoir une seconde vie. Mais pour moi aussi, j'ai un petit bravo à distribuer. Il y a 90% des équipements JO qui ont déjà une solution de seconde vie qui a été routée d'emblée, qui a été anticipée auprès des fournisseurs. C'est de l'éco-conception, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont imaginé pour pouvoir le réutiliser. Exactement. Ce qui est très rare, en fait. Ouais. D'autant plus à cette échelle-là. C'est assez impressionnant. Et donc, nous, en fait, on travaille finalement que sur les 10% résiduels et potentiellement les quelques trous dans la raquette ici ou là, parce qu'un événement de cette ampleur-là a forcément quelques failles, mais c'est très impressionnant. Ouais. Ce village des athlètes, comment il a été conçu ? En quoi il répondait à des objectifs justement d'impact le plus faible possible et de réemploi, d'économie circulaire dont on parle ? Alors peut-être que tu pourras me compléter, mais d'une manière générale, sur l'ameublement et les équipements, il y a eu un vrai questionnement sur le besoin qui vraisemblablement apparemment a permis de réduire déjà de 25% la quantité d'objets qu'il y a dans les différentes infrastructures, le village olympique compris, mais je parle dans l'ensemble déjà. Et il y a eu un gros effort de fait sur le fait que les équipements sportifs ne soient pas achetés, mais loués ou prêtés par les fédérations sportives. Et donc, de facto, ça fait ça de moins aussi dans l'impact matière des JO. Pareil pour les tribunes, les tentes, tout ça est du matériel globalement loué. Et donc, ça réduit d'autant le bilan. Et je crois que sur le village olympique, il y a eu aussi un gros effort sur typiquement les chambres des athlètes avec des cloisons qui vont être marquées et réutilisées sur d'autres chantiers plus tard. Allez-y. Ouais. Et beaucoup d'acteurs de l'économie circulaire qui ont été mis dans la boucle, outre Muto. Ouais. Je prends l'exemple notamment de Vesto sur les équipements de cuisine professionnels. Je prends l'exemple de l'Ireco sur le mobilier notamment, et il y en a plein d'autres comme ça. Donc c'est vrai que il y a vraiment toutes les solutions qui ont été mises en place sur le réemploi des matériaux BTP finalement, notamment du village olympique qui vont être déconstruits, puisque vous savez qu'il y a une mutation. Ouais. Il y a l'après village olympique. Il y a notamment un groupement autour de l'entreprise Tricycle qui va prendre en main justement la seconde vie de ces éléments-là pour faire en sorte que ces matériaux puissent continuer leur existence. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a très peu de zones d'ombre à ce niveau-là. Donc, voilà. Est-ce que les jeux, il y a toujours on peut espérer qu'il y ait un effet d'entraînement. Là, on vient de sortir des Jeux paralympiques et on peut espérer que le regard d'une partie de la société française ou d'une majorité de la société française va changer sur le handicap. Est-ce que, en matière d'économie circulaire, vous pensez que ces Jeux peuvent avoir eu cet impact ou pas ? Parce que peut-être qu'on n'a pas assez communiqué là-dessus. Quel est votre avis là ? Alors, on a beaucoup communiqué là-dessus, notamment par l'intermédiaire des canaux. Les canaux ? Les canaux, c'est la structure effectivement qui gère la communication de tous les projets de l'économie sociale et solidaire autour de Paris 2024 et qui a beaucoup valorisé justement l'engagement de Muto, entre autres. Il faut dire qu'au-delà de l'économie circulaire, pour ce qui me concerne, sur le secteur événementiel, on pense que c'est un vrai précédent, qu'on ne pourra plus faire d'événements sans considérer que c'est possible de le faire, puisque les Jeux Olympiques... On aura prouvé que c'était possible. Exactement. Et à des échelles qui sont absolument incroyables. Ouais. L'anticipation, l'humain, le budget, c'est tout ce qu'on n'a pas habituellement quand on organise des événements, parce qu'il y a un certain flux, un certain volume. Là, pour le coup, c'est ce que Paris 2024 a réussi à mettre sur la table, et c'est vrai que du coup, c'est très rassurant et ambitieux. Comment on peut aller plus loin, d'après vous ? Parce que c'est l'essence même de ces événements, c'est de faire venir du monde entier des millions de spectateurs. Et moi, j'avoue que c'est aussi ce qui rend les Jeux Olympiques aussi beaux. C'est de voir des tribunes avec toutes les couleurs, toutes les langues qui sont parlées, des gens qui éventuellement vont espérer que leur équipe gagne, mais qui malgré tout vont être dans un bon esprit. Si on garde ça, on a toujours un bilan carbone qui est lourd. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est un peu l'éléphant dans la pièce et un peu l'impensé à date de la stratégie carbone des JO, c'est le transport international. Ça reste au moins 30% du bilan. C'est plusieurs millions de personnes qui sont venues en avion des quatre coins du monde et reparties chez eux de la même façon. Donc, le principal levier, c'est de réduire ce poste. Et pour ça, ça passe par... Alors, il y a différentes possibilités, mais globalement, ça passerait par l'idée de faire quelque chose de moins gigantesque, plus local.
Et par exemple, on pourrait Donc des jeux imaginer complètement différents en fait. profondément différents dans le modèle. On pourrait imaginer des jeux où finalement, au lieu d'avoir tout au même endroit, avec tout le monde qui vient en avion, de répartir davantage les épreuves dans différentes villes ou différents pays, ce qui permettrait de coupler ça peut-être avec une mesure de type réserver une partie des places à des gens qui peuvent justifier d'être venus par voie terrestre, par exemple. On peut imaginer ça. Et puis le fait de faire ça dans différents pays, c'est pas si éloigné de ce qu'on fait. On a fait le surf à Tahiti, on commence déjà à délocaliser des choses. Et puis ça permettrait aussi à un niveau social d'être plus inclusif, de donner accès au jeu à des gens issus potentiellement de villes plus petites, parce qu'elles n'auraient qu'une infrastructure au lieu des 25 nécessaires, et d'avoir un bassin de personnes qui pourraient avoir accès par voie terrestre, par train, à ces JO qui soit beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un axe de travail. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est plus les mêmes jeux. Hein. C'est plus les mêmes jeux. Pourquoi pas, hein, mais moi bon, j'avoue que ça me fait moins rêver, si je suis très honnête avec vous. C'est vraiment un changement d'ADN. Il y a un enjeu autour de l'imaginaire, effectivement, qu'on projette sur ces jeux. Moi, il y a une autre mesure qui me plaît bien, c'est de développer beaucoup plus fortement des zones conviviales pour assister collectivement à ces jeux, des fan zones en fait, on appelle ça généralement, avec des grands écrans, etc., pour un peu désacraliser le fait que les jeux, ça ne va être bien que si je fais 10 000 km en avion pour être dans la tribune qui est face au terrain. La plupart des gens ont regardé ça depuis leur télé, et puis il y a tout un gradient de choses qu'on peut faire pour aller vers le collectif, vers le convivial, vers le sympa, sans forcément avoir à prendre l'avion. Donc là, mais c'est un travail effectivement d'imaginaire, de récit. Mais ce serait plus inclusif aussi de faire. C'est un défi compliqué. Un dernier mot sur ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que vous allez, où est-ce qu'on va pouvoir récupérer ou finalement se retrouver, sans le savoir peut-être, avec de la récupération d'objets ou de matériaux des Jeux Olympiques? Alors, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Il y a notamment une plateforme Seconde Vie qui a été mise en place par Paris 2024 pour récupérer des objets, divers assets des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est disponible un petit peu pour tous. Maintenant, si vous voulez récupérer des matériaux que Muto va pouvoir collecter sur les différents sites olympiques, il va falloir intégrer notre matériothèque en ligne, qui s'appelle Mutools. Donc là, il faut aller sur notre site internet et faire preuve aussi d'un certain nombre d'engagements sociaux, écologiques, puisque on ne donne qu'à ces personnes-là. Nous, on est à Plaisir dans le 78 et à Gennevilliers dans le 92. Donc Île-de-France, évidemment, on a essayé de router au plus proche. Et on collabore notamment avec les ressourceries culturelles du réseau RESAC, en Île-de-France, qui fait un formidable travail de revalorisation aussi, de redistribution des matériaux. Je trouve que ça peut être un moyen hyper original de prolonger la magie des Jeux Olympiques. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager ce bilan des Jeux. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux entreprises éco-responsables. La bonne idée du jour, elle est signée Loïc Robiani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Vazi, créé en mai 2021. C'est une appli que vous allez nous présenter. Pourquoi vous l'avez créée, cette entreprise ? Alors, j'ai créé l'application Vazi pour répondre à un besoin, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes prenaient leur voiture solo pour aller faire des trajets de courte distance. Donc, ma volonté était vraiment à l'origine de travailler là-dessus pour réduire cette part de voitures solo. D'accord. Et alors, ça marche comment? C'est quoi l'appli Vazi? Alors, l'application, elle fonctionne très simplement. Il suffit d'avoir téléchargé l'application sur son smartphone. Ensuite, on se déplace, on n'a rien à faire, on n'a pas à valider. Et automatiquement, les kilomètres sont enregistrés dans l'application et ça génère des points qui donnent des récompenses. Alors, je cherche à comprendre comment vous savez que j'ai pris le vélo ou que j'ai décidé de marcher et j'ai pas pris ma voiture aujourd'hui. C'est une bonne question. En fait, l'algorithme de l'application, il est lié à la vitesse de déplacement du téléphone et aux vibrations du téléphone. Donc, on a fait des tests. Si je suis en vélo à 20 km/h et si à côté de moi, il y a une voiture à 20 km/h, la voiture n'aura pas de points, le vélo aura des points. D'accord, vous savez faire la différence entre les deux. C'est important. Donc on est dans une valorisation des mobilités douces. Et c'est quoi? C'est de la gamification? C'est de la bonification pour les utilisateurs? Qu'est-ce qu'on gagne en quelque sorte? Alors, le principe, en fait, notre modèle, il est sur le B2B.
donc l'entreprise, parce qu'il y a trop de personnes, comme je le disais au début, qui prennent leur voiture systématiquement pour aller au travail, alors qu'ils pourraient prendre un autre moyen de déplacement. Donc on travaille là-dessus, et l'idée c'est de proposer aux entreprises une solution dans leur politique RSE pour promouvoir les mobilités douces et actives. Donc l'application, le salarié a l'application sur son téléphone. Au fur et à mesure des déplacements, il va cumuler des points. Ça va rentrer dans un challenge de l'entreprise. Et les points qu'il cumule lui permettront aussi d'avoir accès à des offres dans des magasins de proximité et des cartes cadeaux remisées. Donc on joue à la fois sur le côté challenge de l'entreprise, le côté pouvoir d'achat avec les remises, cartes cadeaux et magasins de proximité, et le côté bien-être, parce qu'on sait très bien que si on vient en vélo ou en mobilité douce, on est dans un meilleur état. Est-ce que vous intégrez le covoiturage, les transports en commun, ça fait partie des mobilités dont on peut se prévaloir pour obtenir des points? Dans un premier temps, en fait, on a travaillé sur la mobilité active, vélo, trottinette, marche à pied. Et en fait, le retour des entreprises, ça a été votre application, elle est super. Sauf que moi, j'ai mes salariés qui viennent en métro, en bus, donc ils ne sont pas récompensés. Ce qui est vrai. C'est un bon argument, tout à fait. Donc on a travaillé dessus, et depuis septembre, c'est la nouveauté, l'application récompense également le transport en commun, donc le tram, le métro, le bus, le covoiturage et l'autopartage. Les entreprises partenaires, donc elles choisissent des commerces de proximité. C'est vous qui les choisissez? Comment ça marche? Et comment vous choisissez ces commerces d'ailleurs? Voilà, on a travaillé là-dessus. Donc l'entreprise, nous, on est lyonnais à la base. Donc on a fait notre POC sur la région lyonnaise. Aujourd'hui, on a 380 magasins sur la région lyonnaise et plus de 500 en France. Donc ça commence à grandir. Donc ça, c'est des magasins de proximité qu'on a sélectionnés, nous, de par leur éthique. Donc c'est pas des grandes chaînes de restauration qui commencent par un M, c'est plutôt des magasins éthiques locaux. Ça, c'est la première partie des magasins. Et la deuxième partie, grâce à un accord avec une société lyonnaise, on a accès à des cartes cadeaux remisées dans des grandes enseignes comme Nature et Découverte, comme Decathlon, et qui permettent d'avoir des remises assez conséquentes, au-dessus de 15% dans ces magasins-là. C'est une forme de réponse à l'inflation, évidemment. Est-ce que ça a boosté votre activité d'une certaine façon, cette période inflationniste dont on sort à peine? C'est un sujet dont on parle tous les jours, le pouvoir d'achat. Et donc là, grâce à la gamification, comme on disait au début, ça permet d'avoir accès à des produits moins chers. Ouais. Et ça, c'est la motivation des entreprises qui viennent vers vous, qui répondent elles-mêmes à une demande de leurs salariés? Alors, en fait, les entreprises, il y a différents profils. Il y a des entreprises qui sont plus sur le côté challenge, donc côté esprit d'équipe, motivation interne. D'autres qui sont plus sur la partie, effectivement, pouvoir d'achat. Et d'autres sur la partie bien-être du salarié. Oui, et puis engagement environnemental, parce qu'il y a aussi un impact environnemental. Merci beaucoup Loïc Robiani, et bon vent à Vas-y. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission, et merci à Cyrielle Chazal et Alexis Mathieu qui s'occupent de la programmation et de la production, Ulysse Touré à la réalisation, Héloïse Merlin au son. Salut.